Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il a suffi que le soleil revienne pour que les Français, les Européens dans l'ensemble, retrouvent un peu de leur bonne humeur et pensent à leurs vacances ou à leurs petits congés. Cette nuit, à 0 heure, la limitation de vitesse sera appliquée sur 14 000 km de route nationale. Il ne faudra donc pas dépasser les 110 km à l'heure, en particulier lors du prochain week-end de la Pentecôte. Les gendarmes seront, paraît-il, très vigilants dans votre intérêt. Il y aura du monde sur les routes et 2 chiffres illustrent bien pourquoi, à mon avis. L'espace vital du Parisien et du citadin en général s'étend sur moins de 100 mètres carrés, celui de l'Ariégeois, par exemple, sur 4 hectares. Et plus du quart des Français vit sur moins d'1% du territoire national. 1%. Cela explique bien l'aspiration au voyage, au départ et ce goût d'autre chose que nous connaissons tous. Le trafic d'Orly sera perturbé jusqu'à samedi. Les aiguilleurs du ciel font une grève du zèle. Il faut donc s'attendre à quelques retards. Et je n'ai pas à vous rappeler que les boulangers font grève cet après-midi parce que le gouvernement ne veut pas les suivre dans leur désir d'augmenter le prix du pain. Vous avez déjà tous ou toutes fait les provisions nécessaires. Dernière séance cet après-midi au Palais Bourbon du débat sans vote sur la politique économique et financière du gouvernement. M. Giscard d'Estaing revient à la tribune pour répondre aux 34 orateurs qui l'ont soit attaqué, soit interrogé. 3 jours de débat, François-Henri de Virieu, 3 jours, n'est-ce pas trop long? Bien, le gouvernement, lui, en tout cas, avait pensé que non, n'est-ce pas? Les grands problèmes actuels de la France sont des problèmes économiques et le gouvernement pensait qu'il était logique de donner du temps aux députés pour faire connaître leurs sentiments. Eh bien, semble-t-il, les députés ne se passionnent pas pour les questions économiques. Alors, on a entendu 34 orateurs, dont 10 qui appartenaient aux différentes oppositions. D'une façon générale, on peut dire que l'opposition s'est montrée assez discrète. Oui, elle s'est montrée très discrète et le plus surprenant, c'est que dans ses rangs, personne ne s'est levé pour dire voilà une politique économique de rechange que nous pourrions appliquer. Alors la question que l'on peut se poser, c'est de savoir si le débat sera plus passionné au moment où, en juin, viendra en discussion le 6e plan. Le 6e plan est, je vous le rappelle, une sorte de boussole économique qui indique la route que la France doit suivre dans les 5 prochaines années. Qu'avez-vous retenu de ce débat de 3 jours que vous avez suivi avec Daniel Brême? Eh bien, écoutez, de ce débat de 3 jours, on peut retenir beaucoup de choses, mais notamment, me semble-t-il, un certain changement de cap du gouvernement en matière de politique commerciale. Jusqu'à présent, le gouvernement ne jurait que par les magasins de grande surface qui permettent de contenir les prix. Or, M. Giscard d'Estaing a dit des phrases extrêmement importantes en disant notamment ceci: le gouvernement est convaincu qu'il y a intérêt pour la France à maintenir des entreprises familiales vivantes et actives. Et vous ne croyez pas que les commerçants vont dire qu'il s'agit encore de discours ou de paroles verbales, comme on dit? Oui, ils la diront peut-être, mais si vous voulez, les faits sont là. En France, en 1969, on construisait à peu près un supermarché par jour. Or, depuis 2 mois, aucun nouveau supermarché ne s'est ouvert en France. Je crois que c'est quand même important. Alors, les paroles de M. Giscard d'Estaing ont provoqué aussi un petit incident avec certains parlementaires de l'UDR qui appartiennent à l'amicale Action et Présence du gaullisme. Oui, M. Jacques Vendroux, qui, vous le savez, est le beau-frère du général de Gaulle, a décidé de déposer une question écrite. Il reproche à M. Giscard d'Estaing d'avoir dit que la France apparaissait aujourd'hui comme une tache claire sur la carte du monde, alors qu'il y a 2 ans, c'est-à-dire sous le général de Gaulle, elle apparaissait comme une tache sombre. La réponse de M. Giscard d'Estaing: j'ai bien dit que la France était à l'époque une tache sombre, mais j'ai précisé que c'était en raison des périls qui la menaçaient. En tout cas, ce soir, d'autres échos dans Télésoir et en particulier un résumé du débat qui s'est déroulé pendant 3 jours à l'Assemblée nationale. Merci François-Henri de Virieu. Nous venons au propos de M. Olivier Guichard. Vous savez qu'hier ou avant-hier, il proposait de nouvelles dates pour les vacances scolaires, ce qui avait réjoui à la fois les parents et certains élèves. Cette fois, il pense aux examens, en particulier à l'oral du bac. Il précise au recteur que les épreuves orales auront un rôle déterminant pour les résultats définitifs du bac. Il demande aux examinateurs de mettre à l'aise les candidats et de tenir compte du livret scolaire. Le SNESUP et l'UNEF ont lancé un mot d'ordre de grève de 48 heures après les incidents d'hier à la faculté de droit de la rue d'Assas à Paris. Vous savez que ces incidents avaient mis face à face étudiants gauchistes et d'extrême droite qui devaient d'ailleurs se retrouver quelques moments plus tard à la Mutualité lors du meeting organisé par les sociaux nationalistes du nouveau mouvement d'extrême droite Ordre Nouveau. L'Ordre Nouveau est décidé à étendre la lutte contre le marxisme, le gauchisme et le gaullisme. Ce thème a été repris par tous les orateurs du meeting organisé par l'Ordre Nouveau, organisation d'extrême droite, hier soir à Paris. Autour de la Mutualité, les forces de police très nombreuses avaient pris position. Les contre-manifestants de gauche qui tentaient de s'opposer au meeting étaient interpellés, parfois sans ménagement.
conduit au commissariat du 5e arrondissement pour vérification d'identité. Le meeting débutait par l'audition de Tannhäuser de Wagner et des poèmes de Brasillach, poète fusillé à la Libération pour collaboration avec les nazis. L'action des États-Unis au Cambodge et en général dans toute l'ancienne Indochine, la lutte contre le bolchevisme, je cite, menée par le mouvement social italien par le Parti national-démocrate allemand, avait été longuement applaudie. Je voudrais, en votre nom et au nom de tous les nationalistes européens, saluer les soldats sud-vietnamiens et américains qui viennent de balayer. On a entendu de drôles de slogans à la Mutualité. On peut dire que le colonel Pierre Bourgoin, député UDR décédé, avait lutté pendant la guerre contre d'autres qui avaient aussi voulu instaurer un ordre nouveau. Les obsèques du colonel Bourgoin ont été célébrées ce matin à Paris. Les bérets rouges, les anciens de la SAS, les parachutistes incorporés à l'armée britannique, à leur côté les compagnons de la Libération, ont rendu ce matin dans la cour d'honneur des Invalides un dernier hommage au colonel Pierre Bourgoin, héros de la France libre, 37 fois blessé, grand mutilé, député de Paris et qui, il y a une semaine, avait présenté sa démission au président de l'Assemblée nationale. C'est M. Henri Duvillard, ministre des Anciens Combattants, qui a prononcé l'éloge funèbre du colonel Bourgoin, qu'il a défini comme ce grand Français, héros légendaire des batailles du ciel. Aux côtés de la veuve et de la famille du colonel Bourgoin, de nombreux membres du gouvernement, parmi lesquels M. Fanton, secrétaire d'État aux armées, représentant M. Michel Debré, le général Bourdis, compagnon de la Libération, représentant M. Chaban-Delmas, Premier ministre. La dépouille du colonel Bourgoin sera inhumée à Ploumélec, en Bretagne, dans le petit cimetière où reposent quelques-uns de ceux qui, avec lui, il y a 26 ans, furent largués dans cette région. Le siège de député laissé vacant par le décès du colonel Bourgoin sera disputé le 7 juin. La majorité désigne ce soir son candidat. Le favori est pour le moment le général de Bénouville. La gauche n'aura pas, comme elle l'avait prévu et annoncé, un représentant unique. Les affaires internationales, nous commencerons avec vous, Jean-Pierre Anquery, par les affaires européennes. Monsieur Harold Wilson revient très fort. Des sondages laissent prévoir une avance travailliste. Le numéro 1 anglais peut être tenté de dissoudre le Parlement britannique et d'organiser des élections anticipées. Alors pour lui, c'est une sorte de qui tout double. Oui, c'est un qui tout double, mais comme vous le dites, c'est un qui tout double qui s'appuie sur des sondages. Ce matin, le très populaire quotidien britannique Daily Mail publie un de ces sondages et il donne aux travaillistes, c'est-à-dire au parti au pouvoir, au parti de M. Wilson, une avance de 3,2. Hier, le Daily Telegraph publie un autre sondage et lui a accordé aux travaillistes une avance de 7,5. Et les trois sondages qui ont été faits depuis le 1er mai indiquent pour les travaillistes une avance moyenne de 3,7, ce qui n'est quand même pas mal. Ça représente à peu près une quarantaine de parlementaires. Alors si M. Wilson croit au sondage, on peut penser que ces élections, il les organisera assez vite. Et en somme, on peut dire que le numéro 1 britannique veut battre le fer tant qu'il est chaud et profiter du regain de popularité des travaillistes, donc de son parti, pour passer aux urnes. Oui, d'autant plus que cette popularité est fondée en grande partie sur le haut niveau actuel de l'économie britannique. Or, des nuages commencent à s'amonceler. La baisse à Wall Street, aux États-Unis, vient de causer une baisse à la bourse de Londres et ne pourra avoir que des résultats assez fâcheux sur l'économie britannique, l'économie des deux pays restant très liée. D'autre part, les Anglais importent trop et la balance commerciale britannique accusait hier un déficit de 11 millions de livres, ce qui est énorme. Alors il reste le fameux problème européen, la négociation avec les 6. C'est ça. Cette négociation s'ouvre le 30 juin à Bruxelles et il est évident que M. Wilson aura intérêt à s'y présenter en tant que Premier ministre réélu et non pas en tant que Premier ministre en suspens à la veille de nouvelles élections. Alors s'il y a des élections en Grande-Bretagne, quelle peut être la date de ces élections? Alors là, il y a tout un drame. Vous savez que la Coupe mondiale de football se joue en Angleterre du 31 mai au 21 juin. Vous savez que les Anglais détiennent cette coupe depuis 1966. Vous connaissez la passion des Britanniques, de nos amis britanniques pour le football. Et c'est une des raisons qui ont fait hésiter M. Wilson. Fallait-il, au moment où les Anglais auront tout leur intérêt porté vers un autre sujet, fallait-il organiser des élections? Eh bien, malgré tout, il semble que si une date est retenue, ce sera celle du 18 juin. Mais pour cela, il faut que M. Wilson, constitutionnellement, prenne sa décision au plus tard lundi prochain. Nous suivrons donc pendant tout le week-end les réunions à Londres du gouvernement Wilson. À Berlin, ce matin, troisième réunion pendant 2 heures des ambassadeurs des 4 grands.
vous allez voir peut-être l'arrivée de l'ambassadeur russe, oui, et de l'ambassadeur américain. La France est représentée par son nouvel ambassadeur à Bonn, M. Sauvagnargues. Le thème de ces conversations, comment améliorer l'accès à Berlin d'abord, ensuite les communications entre les deux parties de la ville divisée qu'est Berlin. Il y aura désormais 2 conférences de ce genre par mois. À Saarbrück, le chancelier Willy Brandt a été réélu président du parti SPD, ce qui était d'ailleurs tout à fait normal et prévu. Les Nord-Vietnamiens participaient ce matin à la conférence de Paris sur le Vietnam. Ils ont cependant menacé de se retirer si les Américains continuaient à bombarder leur pays. Et le délégué du président Nixon, M. Habib, a dit que les États-Unis étaient toujours prêts à explorer tous les chemins de la négociation. Pour le moment, c'est toujours le dialogue de sourds. Entre Vietnamiens au Cambodge, c'est une véritable course contre la montre. Qui arrivera le premier à Phnom Penh, le Viet Cong ou les Sud-Vietnamiens venus à l'aide du général Lon Nol. Les soldats de Saigon n'ont d'ailleurs pas l'intention de se retirer aussi vite que les Américains. Ceux-ci respecteront le programme de dégagement prévu par le président Nixon. Le 30 juin, il ne devrait plus rester un seul soldat américain au Cambodge. L'intervention, et on le sait maintenant, des Américains au Cambodge a été très meurtrière pour les Américains et pour les Sud-Vietnamiens. La Maison-Blanche pense que son intervention au Cambodge ne l'empêchera pas de poursuivre les négociations, les conversations avec les Soviétiques. Elle s'efforce également sur le plan intérieur de rétablir le contact avec les étudiants et d'une manière générale avec l'opinion publique. Il paraît que le président Nixon se sent assez isolé. Il multiplie les invitations au dialogue. Moyen-Orient, entre Libanais et Israéliens, les bombardements d'artillerie ont repris avec des victimes de part et d'autre. Les Palestiniens ne désarment pas non plus. L'armée israélienne déclare que si les attaques des Palestiniens continuent, ils engageront une nouvelle action de représailles. Il y a eu des combats au-dessus du canal de Suez. Ce matin, 2 MiG-21 ont été abattus. Cela fait 93 appareils égyptiens abattus depuis la guerre des 6 jours. Il se confirme en ce moment qu'une centaine d'avions de combat sont pilotés par des pilotes soviétiques en ce moment qui opèrent en Égypte. Stangl. Hans Stangl, le nazi en veste blanche, ne risque pas la peine de mort, tout juste quelques mois de prison. Son procès se déroule en ce moment à Düsseldorf. On lui reproche d'avoir envoyé plus de 400 000 détenus dans les chambres à gaz de Treblinka. À Treblinka, le Hauptsturmführer SS avait mis au point un système dont la cruauté n'aura même pas échappé à Eichmann. Il avait transformé la petite gare du camp en une véritable halte touristique. De la verdure, des fleurs, il y avait même un orchestre pour accueillir les condamnés. Si bien que tout ce décor donnait aux gens du dernier voyage une impression rassurante, et c'est sans le moindre soupçon qu'ils rentraient dans la chambre à gaz. Dénoncé en février 64 pour 7 000 $, soit environ 50 centimes pour chaque juif tué à Treblinka et à Sobibor, Stangl fut arrêté il y a 3 ans au Brésil. La peine de mort n'existant pas en Allemagne, il risque juste la prison, mais quoi qu'il en soit, le verdict ne pourra être à l'échelle de l'accusation. Le bourreau de Treblinka a eu hier pour se défendre ce mot tout simple: je n'ai fait qu'obéir, je n'ai fait que mon devoir, tout simplement. Madame Gastaut va être libérée. Madame Gastaut, c'est cette mère de 15 enfants, dont 4 sont encore à sa charge, et qui avait été condamnée à 10 mois de prison ferme pour une sorte d'escroquerie au logement. Le président de la République, M. Pompidou, vient de décider de faire remise de la peine de Madame Gastaut à la condition qu'elle ne soit plus condamnée pendant 5 années. Pour les ruisseaux et les rivières de France, surtout de la région de l'Est, menacées, c'est maintenant la décrue et c'est heureux. La situation redevient normale. En Meurthe-et-Moselle, une 50aine de vaches isolées sont traitées, paraît-il, par des hommes grenouilles. Marée noire ou pas, en tout cas, une nappe de mazout fantôme est signalée depuis quelque temps au large des côtes bretonnes. Nos camarades de la station régionale de Caen sont sur place. Alors la question, y a-t-il ou non un réel danger de pollution? Aucune inquiétude à avoir, il n'y a pas de nouvelle marée noire sur la Manche. À l'origine de cette affaire, un avion civil britannique qui, survolant le Channel lundi en fin d'après-midi, signale aux autorités maritimes de son pays qu'une importante nappe de mazout, 26 km de long sur 1,5 km de large, dérive sur la Manche, au nord-ouest de l'île de Guernesey. Les autorités françaises prévenues dépêchent immédiatement sur les lieux le drailleur de mine l'Algol et un alizé de la base aéronavale de Lanbiwe. Les recherches effectuées mardi ne donneront rien
il n'y a pas de nappe de mazout mais quelques fines pellicules, ce qui n'y a rien d'étonnant tandis que l'on se trouve sur le rail de la Manche, véritable autoroute maritime où croisent près de 2000 bateaux par jour. Mardi, en fin d'après-midi, un Shackleton de l'aéronaval britannique prend la relève et détecte à nouveau la nappe de mazout. Et hier matin, pour mission de sécurité, le remorqueur de haute mer, l'Infatigable, apparaît dans le brouillard pour continuer les recherches. Celles-ci resteront vaines jusqu'aux environs de 16 heures, lorsque le Neptune de Llanbiwé signale avoir repéré une nappe d'hydrocarbures à 30 nautiques ou 55 km environ à l'ouest-nord-ouest de Guernesey. Guidé par l'appareil, l'Infatigable fait route vers la zone où l'on découvre en fait une tache de mazout qui pourrait fort bien être le résultat d'un rinçage de cuve. Un phénomène que les marins observent couramment dans ces parages. Soyez donc rassurés, vous pourrez vous baigner en toute tranquillité cet été sur les plages bas-normandes et bretonnes. Donc il ne faut pas dramatiser. Les sports, football, Michel Drucker, si la première place du championnat de France de football ne semble plus pouvoir échapper à Saint-Étienne, il me semble qu'en revanche le duel pour les places d'honneur va rester très intéressant. Absolument. En effet, les résultats enregistrés hier au cours de la 29e journée du championnat de France en Division 1 permettent de penser que le duel pour la deuxième place de ce championnat de France de Division 1 sera passionnant jusqu'au bout. Jugez vous-même. Hier à Lyon, Lyon a battu Marseille 1-0. Voici André Guy, qui a été d'ailleurs l'auteur du seul but marqué au cours de cette soirée. C'est un but qui vaut de l'or pour l'équipe de Lyon qui va ainsi quitter cette zone dangereuse car les Lyonnais étaient menacés de relégation en deuxième division, encore que cette deuxième division soit supprimée. Cette photo ici nous montre le match qui a eu lieu à Paris hier soir. Le Red Star a battu Nantes 3-0. C'est la grosse surprise de la soirée. C'est un résultat très intéressant qui prouve que Nantes a beaucoup pensé à la Coupe de France hier. Mais il faudra maintenant que les joueurs de l'Ouest se réveillent car ils ont une demi-finale à disputer contre Valenciennes. À Sedan a battu Strasbourg 2-1. Ce résultat permet aux Ardennais de rejoindre précisément Marseille à la deuxième place de cette division 1. À Valenciennes, Rouen a battu Valenciennes 3-1. À Nîmes, Nîmes a battu Ajaccio, alors que mardi, vous le savez, à Bordeaux, Saint-Étienne, une fois encore, avait fait cavalier seul en battant Bordeaux 4-1, alors qu'Angers avait battu Rennes. Ce qui nous donne le classement suivant. Saint-Étienne, 46 points, véritablement hors d'atteinte, 8 points d'avance sur Marseille et Sedan, ex-aequo à la seconde place avec 38 points, alors que derrière, on trouve Angoulême qui réalise une très belle saison, et puis Bordeaux, Strasbourg, et en bas de tableau, Lyon, Ajaccio, Rennes, Bastia et Valenciennes. En division 2, 3 équipes de tête ont gagné, Nancy, Nice et Avignon. Ce qui n'est pas très étonnant, le score le plus important a été obtenu par l'équipe de Nancy, qui a marqué 6 buts devant Besançon. Football toujours, Mexico, dans 17 jours, l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est un sujet qui va passionner l'opinion publique et même les hommes politiques. Jean-Pierre Anquery, vous le disiez il y a un instant en parlant des élections en Grande-Bretagne et de M. Harold Wilson. Toutes les équipes européennes sont bien sûr sur place, elles s'entraînent, certaines équipes donc s'entraînent, d'autres font du tourisme. Nous allons d'ailleurs voir une photo qui ne vient pas d'ailleurs, mais sur cette photo, je peux vous dire qu'il y avait un joueur belge qui faisait du tourisme à Puebla, c'était Hélène, et qui parlait justement avec un bambin mexicain. Alors il me semble qu'il y a deux problèmes qui se posent déjà, à savoir les conditions climatiques et l'altitude. C'est vrai. Et d'ailleurs, les footballeurs belges, dont je parlais il y a un instant, souffrent déjà de l'altitude. Une dépêche de l'AFP de ce matin nous dit qu'une vague de chaleur inhabituelle s'est vue actuellement à Puebla, une ville mexicaine située à plus de 2000 mètres d'altitude. La canicule et l'altitude ne posent pas de gros problèmes, mais il y a tout de même 2 joueurs qui ont été mis au repos, Van Imst et Jack. Voici la photo dont je vous parlais il y a un instant. C'est un joueur belge qui se promène dans les rues de Puebla, la ville dont nous parlions justement il y a une seconde. 2 médecins sont affectés à la surveillance de l'équipe belge. Ils surveillent périodiquement le pouls des joueurs et prescrivent la modération avant la première rencontre. Il y en a d'autres qui vont souffrir, à mon avis, aussi de l'altitude, les concurrents du rallye Londres-Mexico. Oui, en effet, ces concurrents s'attaquent à la cordillère des Andes aujourd'hui. Les pilotes vont franchir des sommets de plus de 5000 mètres d'altitude entre Coquimbo au Chili et San Juan en Argentine. La plupart d'entre eux vont même utiliser des masques à oxygène pour conserver la rapidité de leurs réflexes. Le classement avant cette étape du bout du monde, 2 Ford Escort sont en tête, pilotés par des Finlandais. D'ailleurs, c'est étonnant car les Finlandais sont plus à l'aise dans les paysages de glace et de neige. Nicolas est en tête sur Ford Escort et c'est son camarade Mäkinen qui occupe la 2e place sur une Ford Escort, alors que la 3e place est occupée par une DS française, DS21, pilotée par Verrier et Murat. Nous revenons maintenant au football et nous allons parler de l'équipe de France amateur qui a réalisé une bien meilleure saison que l'équipe de France professionnelle. Les amateurs français ont battu hier soir l'Angleterre à Brest et à ce sujet un reportage de notre station de Rennes. Une belle performance pour les amateurs français. Accueillis de fort gentille façon au stade de l'Armoricaine à Brest hier soir, les équipes de France et d'Angleterre amateurs ont récompensé à leur façon, c'est-à-dire en pratiquant un football de qualité, les 7000 spectateurs.
Les Français, maillot foncé, entamèrent les débats avec conviction, sous l'impulsion du tandem Vérove-Guignedoux et ces miracles que sur des tentatives de Di-Caro, ici par exemple, Prost et Orlaville, le portier anglais n'est encaissé de but au cours des premières minutes. Pourtant, sur cette action, Laurier, Guignedoux, Orlaville, Snewell dut s'incliner sur un tir en coin de Halley qui sut fort bien jouer le coup. Après 28 minutes de jeu, les Français menaient donc 1-0 et devaient 6 minutes plus tard ajouter un second but à la suite d'un coup franc tiré de l'aile droite par Guignedoux, ici, et repris imparablement de la tête par Ange Di-Caro. Juste avant le repos, les Anglais qui avaient réagi réduisaient le score par Day parti à la limite du hors-jeu. À la mi-temps, la France menait 2-1. Le début de la seconde période fut à l'avantage des Anglais qui profitèrent peut-être à ce moment-là d'une baisse de régime du milieu de terrain français. Cependant, le capitaine Daniel Orlaville se chargea de remettre les choses en place. À la 70e minute, regardez bien sur service de Prost, Orlaville, numéro 10, plaçait un tir magnifique dans la lucarne. Snewell était battu 3-1 pour la France, qui en fin de match se relâcha quelque peu. Les visiteurs procédèrent alors par rapides incursions dans la défense commandée par Imiela. Vous avez vu Burkhardt repousser en corner, regardez bien ce corner, tête de Delaney, et le gardien tricolore est battu. Score final 3-2 pour la France. Un très bon match. Jacqueline Alexandre, vous ne manquez pas de page magazine, vous commencez par... Et je commence par la visite du musée océanographique de Monaco qui attire, comme vous le savez certainement, un bon nombre de touristes et de visiteurs. Monaco, par tradition, c'est la relève de la garde, le casino, mais c'est aussi la visite au musée océanographique. Commandant Alina, nous sommes dans le musée océanographique de Monaco, dont vous êtes le directeur adjoint, je crois. Oui, le directeur, qui est le commandant Cousteau, se trouve actuellement dans le Pacifique avec la Calypso, où depuis déjà plusieurs années, il poursuit une campagne destinée en particulier à des films éducatifs. Ce que le public vient voir ici, c'est d'abord l'aquarium. Maintenant ici de l'autre côté du décor. C'est la partie au fond vitale de l'aquarium car c'est là où on nourrit les poissons et on les surveille. Vous apercevez par exemple tous les systèmes qui servent à l'alimentation en eau, à la chaleur et à la climatisation des lieux. Nous avons des lampes à UV qui stérilisent l'eau, nous avons des réchauffeurs d'eau. Le musée de Monaco, sa principale vocation, c'est évidemment de présenter des poissons marins de la Méditerranée. Et en plus, depuis une vingtaine d'années, la vocation du musée est de présenter des poissons tropicaux. Nous avons été le premier aquarium peut-être mondial à présenter des poissons tropicaux venant de l'autre hémisphère. Comment voyagent-ils et comment arrivent-ils jusqu'à vous? Dans l'ancien temps, ils arrivaient par bateau, dans des conditions souvent assez précaires, dans des baignoires, des stewards ou des médecins de bord qui en ramenaient de Colombo, de l'Indochine et de l'Afrique de l'Est. Maintenant, grâce à l'avion, ils nous parviennent très rapidement. C'est dans une caisse calorifugée, en polystyrène expansé, comme on l'utilise beaucoup maintenant de nos jours. Et chaque poisson est dans un sac en plastique avec de l'eau et un peu d'oxygène. Dans cette salle où nous sommes, il y a des maquettes de deux soucoupes. La soucoupe, la SP 350 et la SP 3000. Oui,
La 350, c'est l'ancêtre, elle a été construite en 1959. Depuis, elle a fait des centaines de plongées, elle doit en avoir au moins 600 ou 700 actuellement. Et disons que les résultats ont été suffisamment intéressants pour qu'on ait pensé à continuer. Et la SP3000, elle, va bientôt entrer en campagne. Alors la SP3000, c'est la dernière de la série. Elle est en cours d'essai à Marseille et il est probable que le premier travail auquel elle sera affectée cet été, ça sera la reconnaissance de l'épave de l'Eurydice. Et la SP3000 peut plonger jusqu'à quelle profondeur? Elle peut plonger jusqu'à 3000 mètres, c'est-à-dire pratiquement n'importe où en Méditerranée occidentale. La destination du musée, celle qu'avait voulu le prince Albert, est celle de centre de recherche océanographique. Les collections, à l'origine, étaient surtout là pour être à la disposition des spécialistes et pour leur servir de base dans leurs travaux. Maintenant, elles ont un rôle éducatif plus large en étant mises à la disposition du public, mais la recherche elle-même continue très activement et vous avez sous l'aquarium 7 étages de laboratoire. Et combien de chercheurs au total? Eh bien, au total, il y a environ 30 chercheurs et 50 techniciens en comptant l'équipage des bateaux. Maintenant, le flash d'actualité philatélique de Jacqueline Cora. L'actualité philatélique, cette semaine, nous a conduit en Loire-Atlantique, à Clisson, où, dans le cadre de la foire annuelle, la section philatélique locale organisait, avec le concours des amicales philatéliques nantaises, sa première exposition. Nous passerons rapidement sur les présentations des jeunes, collections thématiques pour la plupart, et au demeurant fort sympathiques et encouragées pour nous attarder sur une étude marcophile présentant l'histoire de la jolie cité du Connétable à travers ses cachets. Voici la marque linéaire du premier bureau de poste apposé en 1762. Puis viennent les marques avec numéro de département, 42. Là, un très joli port payé avec le premier cachet à date. Puis les différents types de ceux-ci. Petits et gros chiffres de Clisson, cachet convoyeur. La Loire inférieure devient la Loire Atlantique. Pour en arriver au cachet moderne et aux toutes dernières flammes. Étaient également exposées d'excellentes présentations classiques, dont cette lettre affranchie d'un 20 centimes avec un rare cachet à date du 6 janvier 1849. Un ensemble qui reflète l'amour de la philatélie et la synthèse de ses multiples possibilités. Nous ne pouvons que louer les efforts sympathiques d'une jeune société locale. L'événement philatélique de la semaine sera le 18e congrès national de la Fédération des sociétés philatéliques françaises qui se tiendra les 16, 17 et 18 mai à Lens. Il est amusant de penser que le premier congrès de ce qui fut la Fédération de philatélie eut lieu en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle. L'actuelle Fédération des sociétés philatéliques françaises fut créée au congrès de Paris en 1922. Elle groupait alors 37 sociétés. Or, de nos jours, elle en compte près de 450. Ce n'est qu'en 1961 que l'administration des PTT décide d'émettre un timbre à l'occasion du congrès et de l'exposition annuelle à Nancy. Les congrès suivants ont été l'occasion d'émissions postales de la série touristique, mais c'est la première fois cette année que figurera sur le timbre la mention « Congrès de la Fédération des sociétés philatéliques françaises ». Est-il besoin de vous rappeler que chaque congrès est prétexte à une exposition nationale? Celle de cette année se tiendra donc en l'hôtel de ville de Lens, où aura lieu également la mise en vente anticipée du timbre. Autre manifestation prévue pour les fêtes de Pentecôte à Nanterre, à l'occasion du 10e anniversaire des villes jumelées à cette ville, à Savigny-sur-Orge et à Sedan, dans le cadre historique du château, exposition d'ailleurs qui se prolongera tout l'été. Eh bien, quelques nouvelles de l'étranger. Maintenant, pour la première fois, une série de timbres-poste vient d'être dessinée à l'aide d'un computer, ou si vous voulez, d'un ordinateur. Cela s'est passé aux Pays-Bas. Reste à savoir si les philatélistes apprécieront cette création discutable sans doute sur le plan esthétique. Les plus beaux timbres émis par les pays de la CEPT en 1969 ont été pour les philatélistes italiens, lecteurs de notre confrère Il Collezionista, le tableau de David représentant Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard, émis par la Haute-Volta, et un timbre de France, Philippe le Bon, par Rogier de la Pasture. Quant aux visiteurs du récent salon Europa à Paris, ils ont désigné en tête de liste un timbre de Monaco.
Eh bien, pour terminer notre tour d'horizon de la semaine philatélique, rendons-nous à Beson. À Beson, où dans les locaux de la salle Romain-Rolland, le président du cercle philatélique de la ville accueillait monsieur le maire de Beson, entouré de personnalités locales à l'occasion d'une exposition philatélique dont le thème principal fut le 25e anniversaire de la libération des déportés. À côté des timbres-postes évoquant l'action et les hauts lieux de la résistance, se trouvaient des timbres de la libération, dont les célèbres faux Pétain. Plus loin, une intéressante sélection des classiques de France avec des exemplaires neufs du 25 centimes bleu, du 40 centimes orange de la première émission, en unité et en paire. Un 15 centimes vert sur lettres, un 1 franc carmin sur lettres également, celle-ci ayant fait de nombreux voyages comme ses cachets le prouvent. Des timbres d'Empire étaient également présentés, de même qu'une belle sélection des timbres et oblitérations des anciennes colonies. Enfin, présentation thématique sur les fleurs. Chaque pays nous offrant un bouquet printanier, impérissable, puisqu'en regardant nos timbres-postes, nous pourrons, avec le poète, autant de fois que nous le voudrons, égrener les grelots d'argent du muguet. La bourse. Michel Tardieu, on notait hier à Wall Street une baisse anormale des valeurs industrielles. Ce matin, à Londres, on enregistre une poursuite du mouvement de baisse. Comment la bourse de Paris se comporte-t-elle? Eh bien oui, Jean-Pierre Elkabbach, hier, la bourse de Paris était la seule à résister à peu près vaillamment. Les cours étaient quand même assez soutenus. Ce n'était pas de la fermeté, mais du soutien, comme disaient les boursiers. Aujourd'hui, elle baisse. Elle baisse franchement. Et le fait que l'indice Dow Jones aux États-Unis ait cassé hier le plancher de 700 pour revenir autour de 693 a fait très mauvais effet. New York fait peur aux boursiers parisiens et certains n'hésitent même pas à parler de la crise de 1929, bien que chacun soit conscient que les circonstances sont très différentes, ne serait-ce qu'en raison de cette fameuse frénésie de consommation qui existe dans tous les pays du monde et qui fait que personne ne semble bien prêt à une récession. En tout cas, la bourse de Paris, elle est mauvaise, et puisque les boursiers ne peuvent détacher leur regard de Wall Street, je voudrais revenir un petit peu sur ce qui se passe aux États-Unis. Pendant ce temps, d'ailleurs, vous pouvez voir ce qui se passe à Paris, et vous pouvez voir que tous les cours sont en baisse. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, le président Nixon a fait ce que le gouvernement français a fait, c'est-à-dire qu'il a fait une sorte de plan de stabilisation. Mais son plan de stabilisation avait pris presque uniquement la forme de restriction de crédit due à une hausse des taux d'intérêt. Autrement dit, c'est en renchérissant l'argent qu'on voulait ralentir le développement de la masse monétaire. Mais il semble bien maintenant que les Américains n'ont qu'une hâte, c'est de relancer leur économie. Le président Nixon, pour sa part, a beaucoup de problèmes sur les bras, le Vietnam, les Noirs, les jeunes, et il n'a pas envie, en plus, de risquer d'avoir beaucoup de chômage. Donc il ne peut pas se montrer d'une très grande rigueur sur le plan économique pendant très longtemps encore. Donc la plupart des observateurs pensent que les États-Unis vont rentrer dans une période où l'inflation continuera comme par le passé et continuera de façon presque officieuse puisqu'on essaiera moins de lutter énergiquement contre elle. Et c'est là que les boursiers ne comprennent plus rien et que tous les vieux boursiers de Paris s'arrachent les cheveux qui leur restent parce que traditionnellement, quand un marché connaît une situation inflationniste, eh bien la bourse a plutôt tendance à monter. Parce que pour les Américains, Wall Street, c'est le refuge. C'est là qu'on vient investir son argent quand on a peur que la valeur du dollar s'en aille. Et en fait, Wall Street continue de baisser. Alors je crois qu'il y a trois explications principales à la baisse de Wall Street. La première, c'est bien sûr la baisse des profits des entreprises, parce que les salaires ont augmenté fortement aux États-Unis, et que beaucoup de gens croient que les entreprises américaines ne retrouveront pas leurs bénéfices d'antan. La seconde, c'est que techniquement, le marché est un petit peu embouteillé. Les brokers américains qui sont l'équivalent des agents de change, mais qui travaillent dans des conditions très différentes parce qu'ils travaillent aussi pour leur compte, ils achètent des valeurs à leur compte, ils prennent des risques financiers, ce que ne font pas les agents de change, eh bien les brokers sont des ennuis. Plusieurs ont fait des demi-faillites, ce qui a contribué à créer un climat d'insécurité. Et puis il y a eu l'affaire d'iOS qui a, elle, lancé une certaine suspicion sur l'ensemble des fonds d'épargne et des fonds d'investissement. Donc ces trois raisons cumulées font que vraiment les boursiers américains n'ont pas le moral. Mais comme le disait hier M. Valéry Giscard d'Estaing, ce sont des raisons proprement américaines et le marché français, lui, devrait réussir à s'en dégager. Eh bien pour l'instant, ce n'est pas le cas. Les Français continuent de suivre New York. À signaler que le Pinet a baissé encore aujourd'hui, il est à 163,70 et je crois que c'est demain la dernière séance où il sera coté avec son coupon attaché, c'est-à-dire
pour les remboursements au prix actuel de 205 et des poussières pour les administrations fiscales, et qu'ensuite il y aura un nouveau prix du Pinet qui sera en baisse. Et le prix actuel du Pinet, eh bien, anticipe déjà sur le prochain prix qui sera accepté en paiement par l'administration fiscale. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Jean-Pierre Elkabbach.